Le soleil qui plombait la place du commerce à Lisbonne m'enveloppait comme une couverture chaude, offrant un contraste saisissant avec la fraîcheur du vin blanc perlé que je tenais à la main. Soudain, le cri strident de mon téléphone a brisé cette parenthèse de paix. C'était Amandine. Elle ne se contentait pas de pleurer, elle hurlait littéralement. « Ils appellent la police », criait-elle entre deux sanglots, « il y a des inconnus dans mon appartement. » Je n'avais même pas besoin de poser de questions pour savoir exactement ce qu'elle avait fait. Elle avait utilisé la clé d'urgence, celle qui ne devait servir qu'en cas d'incendie ou de dégâts des eaux, pour s'installer avec son petit ami dans le logement que j'avais vendu 2 semaines plus tôt. Je n'ai pas eu le souffle coupé, je ne me suis pas excusée, j'ai simplement pris une lente gorgée de mon vino verdé. Avant que je ne vous raconte comment ma famille a tenté de prendre ma vie en otage depuis l'autre côté de l'océan, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire d'où vous m'écoutez, car j'adore savoir qui compose notre communauté. Pour comprendre pourquoi je n'ai pas bronché et pourquoi mon pouls est resté parfaitement calme, il faut comprendre d'où je viens. Il faut comprendre l'architecture de culpabilité dans laquelle j'ai été enfermée pendant 32 ans sous la grisaille parisienne. À Paris, la pluie ne se contentait pas de laver les pavés, j'avais l'impression qu'elle s'infiltrait dans les murs de mon existence, rendant tout lourd, humide et impossible à déplacer. Mes parents, Jean-Pierre et Hélène, n'avaient pas bâti un foyer fondé sur l'amour, mais une structure basée sur l'utilité. Dans leur plan d'architecte, je n'étais pas une fille, j'étais un mur porteur. Mon rôle était de rester là, silencieuse et solide, pour soutenir le toit afin que ma sœur Amandine puisse danser dans le salon sans jamais être mouillée. Ils appelaient cela le devoir familial, moi j'appelais cela une escroquerie de longue durée. La preuve de cette injustice n'était pas cachée, elle trônait fièrement dans l'allée du garage. Pour les 18 ans d'Amandine, elle a reçu un SUV rutilant à 35 000 €. Je me souviens du prix exact car j'avais vu la facture sur le comptoir de la cuisine en préparant mon propre déjeuner. Quand j'ai eu 18 ans, Jean-Pierre m'a simplement tendu un plan du métro et m'a fait un discours sur l'empreinte carbone des trajets inutiles, appelant cela de la « forge de caractère ». Cette disparité se retrouvait dans chaque ligne d'un budget qu'il me pensait trop stupide pour calculer. Pour Amandine, ils ont payé des cours particuliers, des prépas privés hors de prix et finalement les frais de scolarité d'une école de commerce prestigieuse qui ont totalisé plus de 150 000 € sur 5 ans. Ils ont payé chaque centime en disant qu'ils investissaient dans son potentiel. Pour moi, ils disaient qu'ils investissaient dans ma résilience. J'ai cumulé 3 petits boulots pendant mes études, je scannais des articles au supermarché jusqu'à 2 heures du matin, je dormais 4 heures et j'enchaînais avec mes cours en amphi. Quand j'ai obtenu mon diplôme avec mention sans aucune aide de leur part, ils n'ont pas célébré ma détermination, ils ont célébré le fait que je ne leur coûtais rien. C'était leur compliment préféré, Éléonore est si autonome, elle n'a besoin de personne. Ils avaient raison, je n'avais pas besoin d'eux, mais eux avaient désespérément besoin de moi. Au fil des ans, je suis devenue chercheuse en expérience utilisateur, un métier centré sur l'analyse des comportements et l'optimisation des systèmes. Naturellement, j'ai appliqué cette grille de lecture à ma famille. J'ai réalisé que je n'étais pas une personne pour Jean-Pierre et Hélène, j'étais un portefeuille diversifié, le filet de sécurité qu'ils avaient tissé pour rattraper Amandine à chaque fois qu'elle tombait inévitablement. Cela nous amène à l'appartement. Mon appartement. Je l'avais acheté il y a 2 ans dans un immeuble moderne du 15e arrondissement, avec de grandes baies vitrées et une vue dégagée qui m'avait coûté chaque prime et chaque option d'achat gagnée en 10 ans de labeur acharné. Je l'avais acheté comme un sanctuaire. Mais dès que mes parents y ont mis les pieds pour la pendaison de crémaillère, j'ai vu cette lueur dans leurs yeux. Ils ne regardaient pas mon foyer, ils regardaient un actif familial. Hélène a caressé le plan de travail en quartz et a dit « C'est tellement d'espace pour une seule personne », Éléonore, c'est presque du gaspillage, non? Jean-Pierre est allé sur le balcon, a contemplé la vue et a hoché la tête, c'est un bon investissement, c'est rassurant de savoir que nous avons ça dans la famille. Il ne voyait pas mon nom sur l'acte de propriété, il voyait une chambre d'amis pour Amandine quand elle en aurait assez de ses colocations, ou une option de liquidation si le cabinet de conseil de Jean-Pierre connaissait un mauvais trimestre. Il voyait une ressource qu'il pourrait récolter dès que l'enfant prodige aurait faim. Alors, quand l'offre d'emploi à Lisbonne est tombée, j'ai su exactement ce qui se passerait. Je savais que si je laissais cet appartement vide, même pour un mois, il le coloniserait. Il me culpabiliserait pour que je laisse Amandine y loger,
et en une semaine, elle aurait déjà refait la décoration. J'ai compris à ce moment-là que la culpabilité que je ressentais, cette obligation écrasante de partager ce que j'avais gagné, n'était pas naturelle. C'était une cage qu'ils avaient construite autour de moi, brique après brique. Et je savais qu'il n'y avait qu'une seule façon de s'échapper d'une cage aussi solide, on ne déverrouille pas la porte, on rase tout l'immeuble. L'offre de Lisbonne n'était pas seulement un travail, c'était une bouée de sauvetage. Mais en voyant l'email, ma première pensée n'a pas été la joie, mais la panique. Qui paiera le loyer d'Amandine si je pars? Qui s'occupera des problèmes informatiques incessants de mes parents? Qui réparera tout? Cette panique a été mon signal d'alarme. Assise dans mon fauteuil ergonomique face à l'horizon gris de Paris, j'ai lancé une simulation mentale. Ma compétence n'avait pas sauvé ma famille, elle l'avait paralysée. En réglant chaque crise, en payant chaque facture, en étant la personne fiable, j'avais créé un vide de compétences autour d'eux. Je leur avais tellement facilité la vie qu'ils avaient oublié comment survivre. Amandine n'était pas seulement capricieuse, elle était atrophiée. Mes parents n'étaient pas seulement des profiteurs, ils étaient des complices qui avaient externalisé leur rôle parental à leur fille aînée. Si je leur disais que je partais, le chantage affectif serait immédiat. Ils me supplieraient de garder l'appartement, au cas où, juste le temps qu'Amandine se stabilise. Et je me connaissais, sous la pression, l'architecture de culpabilité se réactiverait et je céderais. Je transformerais mon sanctuaire en squat et je paierais les charges de copropriété depuis le Portugal pendant qu'Amandine y organiserait des soirées auxquelles je ne serais même pas invitée. Alors, j'ai fait un choix. J'ai choisi le silence. Un agent immobilier discret a géré la vente hors marché. Ma vie est partie dans des cartons tard le soir, sous prétexte d'un simple tri de routine. Lorsqu'ils m'ont interrogé sur mes projets pour l'appartement pendant mon absence lors d'un dîner dominical, le mensonge est venu tout seul. J'ai engagé une agence de gestion immobilière, leur ai-je dit, ils vont le louer à des clients d'affaires, tout est réglé, le bail est très strict et n'autorise pas la famille. Ma mère a froncé les sourcils, sa fourchette s'arrêtant à mi-chemin de sa bouche. Une agence? Ça semble si impersonnel, Éléonore, des inconnus chez toi. Ça paie le crédit, ai-je répondu d'un ton neutre. 2 semaines avant mon vol, je me suis assise face aux Lefebvre devant une table en acajou. C'était un jeune couple, tous deux architectes, les yeux brillants d'excitation. Ils parlaient de peindre la chambre du futur bébé et de recevoir des amis. Ils voyaient un avenir dans cet espace. J'ai signé les papiers, tendu les clés et senti un poids physique s'envoler de ma poitrine. Ce n'était pas seulement une vente, c'était une amputation. Je n'ai rien dit à mes parents, ni à Amandine. J'ai embarqué pour Lisbonne avec 2 valises et un aller simple, laissant derrière moi une maison fantôme qui ne m'appartenait plus. Je pensais les avoir surpassés, je pensais avoir enfin échappé au vide. Je n'avais pas réalisé à quel point ils étaient désespérés de le combler. Assise sur la place du commerce, je fixais mon téléphone. Les cris hystériques d'Amandine avaient laissé place à la sinistre réalité. Mes parents l'avaient conduite à l'appartement, ils avaient forcé ou utilisé la clé de secours, ils l'avaient aidée à porter ses cartons chez un inconnu. Ils avaient balayé mon histoire de gestion locative, non pas parce qu'ils savaient que c'était un mensonge, mais parce qu'ils s'en moquaient éperdument. Dans leur esprit, ma propriété était un bien familial et mes limites n'étaient que des suggestions. J'ai composé le numéro de Romain Lefebvre. Ma main tremblait légèrement, non pas de peur, mais d'une rage froide et bouillonnante. Il a décroché à la première sonnerie. Monsieur Lefebvre, c'est Éléonore. Je suis incroyablement désolée, mademoiselle Wallace, sa voix était tendue, vibrante d'adrénaline, votre sœur est actuellement en train de hurler sur ma femme en prétendant que c'est sa maison, la police arrive dans 5 minutes. Laissez-les venir, ai-je dit, mettez-moi sur haut-parleur. J'ai entendu le froissement du téléphone qu'on déplace, puis la voix perçante et paniquée d'Amandine, vous ne pouvez pas me mettre dehors. Mes parents ont dit que je pouvais rester ici, Éléonore a dit que c'était d'accord. Je n'ai jamais dit ça, Amandine, ma voix a résonné dans ce salon situé à des milliers de kilomètres. Le silence qui a suivi a été total. Éléonore, la voix d'Amandine s'est faite minuscule. Éléonore, dis-leur. Dis-leur. Maman et papa ont dit.
Maman et papa ne possèdent pas cet appartement, Amandine. C'était le mien et je l'ai vendu. Tu es en train de commettre une violation de domicile. J'ai entendu un hoquet de stupeur, puis le son des sirènes approchant au loin. Monsieur Lefebvre, ai-je continué, l'officier de police aura besoin d'une déposition. Veuillez leur dire que je confirme la vente et que personne dans ma famille n'a l'autorisation d'être sur les lieux. Si elle refuse de partir, vous avez mon soutien total pour porter plainte. Éléonore, a hurlé Amandine. Tu ne peux pas. Maman et papa vont te tuer. Qu'ils essaient, ai-je répondu, passez-moi l'officier quand il sera là. J'ai passé les 20 minutes suivantes à faciliter l'expulsion de ma propre sœur depuis un autre pays. J'ai écouté l'officier arriver, vérifier l'acte de vente que j'avais envoyé par mail à Monsieur Lefebvre, et dire à Amandine qu'elle avait deux choix, partir de son plein gré ou partir avec les menottes. J'ai entendu la défaite dans sa voix quand elle a choisi la première option. Quand la ligne a fini par couper, je n'ai pas pleuré. Mes émotions étaient verrouillées dans un coffre-fort. J'ai commandé un autre verre de vin. Le soleil se couchait sur le Tage, transformant l'eau en un or scintillant. J'ai ressenti une sensation étrange dans ma poitrine, légère et aérienne. C'était le sentiment d'un pont que l'on brûle enfin de manière irrévocable. Mais l'incendie n'était pas encore éteint. Mon téléphone s'est rallumé, appel vidéo entrant, papa. C'était l'heure de l'entretien de rupture. Je me suis calé dans ma chaise de café, les restes de mon vin chauffant sous les derniers rayons. J'ai accepté l'appel. Jean-Pierre et Hélène sont apparus à l'écran, assis côte à côte sur leur canapé beige. Amandine était coincée entre eux, le visage bouffi, serrant un mouchoir comme un accessoire de théâtre. Il ressemblait à un tableau vivant de l'indignation vertueuse. Éléonore, a aboyé Jean-Pierre, son visage occupant tout le cadre. Nous exigeons des explications immédiatement. Je pense que vous faites erreur, ai-je dit d'une voix calme et professionnelle, ce n'est pas moi qui me suis introduite par effraction chez un inconnu. Ne joue pas à ça avec nous, a crié Hélène. Tu as tendu un piège. Tu nous as laissé croire que cet appartement était disponible. Tu as humilié ta sœur. Sais-tu qu'elle a dû partir dans un panier à salade? As-tu la moindre idée du traumatisme que cela a été pour elle? Traumatisant? Ai-je répété. Ce qui est traumatisant, c'est de trouver des étrangers dans son salon. Ce qui est traumatisant, c'est d'être arrêté pour violation de domicile. Amandine a de la chance que les Lefebvre aient décidé de ne pas porter plainte. C'est grâce à moi, d'ailleurs, je les ai calmés. Tu aurais dû nous le dire, a pleuré Amandine. Tu savais que j'avais besoin d'un endroit. Tu as fait ça exprès pour me blesser. J'ai vendu mon bien parce que je déménage sur un autre continent, ai-je répondu, ça ne tournait pas autour de toi, Amandine. Tout ne tourne pas autour de toi. Nous sommes une famille, a hurlé Jean-Pierre. La famille s'entraide. Cet appartement était une ressource. Tu avais le devoir de le partager jusqu'à ce que tu sois installé. Comment as-tu pu être aussi froide, aussi calculatrice? Je les ai regardés. Vraiment regardés. Ils n'étaient pas tristes, ils étaient furieux qu'on leur ait retiré leurs ressources. Ils étaient en colère parce que le distributeur automatique avait cessé de donner des billets. Laissez-moi être clair, ai-je dit, en adoptant cette posture de chef de projet qui avait sauvé ma carrière tant de fois, je ne vous devais pas cette maison. Je ne vous devais pas d'avertissement. Et je ne vous dois certainement pas d'excuses. Ce que je vais faire, en revanche, c'est vous envoyer une facture. Une quoi? A octé Hélène. Une facture, ai-je confirmé, pour le serrurier d'urgence que les Lefebvre ont dû embaucher parce qu'Amandine a forcé la serrure. Pour l'équipe de nettoyage professionnel dont ils ont eu besoin après que vous ayez traîné de la boue dans leur entrée. Et pour les 3 nuits d'hôtel que je viens de réserver pour Amandine, ce qui est la toute dernière aide financière que vous recevrez jamais de ma part. Tu n'oserais pas, a grogné Jean-Pierre. Regarde tes mails, je viens de cliquer sur envoyer. Vous pouvez payer ou expliquer aux Lefebvre pourquoi vous ne le faites pas à Dieu. J'ai coupé l'appel avant qu'il ne puisse répondre. Mes mains tremblaient, mais c'était l'adrénaline. Je venais de licencier mes parents. J'ai commandé un autre verre de vin. Le soleil descendait encore, jetant de longues ombres sur les pavés.
Je pensais que le pire était passé, que j'avais gagné. Puis mon mail a retenti à nouveau. Ce n'étaient pas mes parents, c'était une notification de mon ancien patron à Paris, marqué « Urgent ». Je l'ai ouvert et tout le sang a quitté mon visage. Éléonore, Lisaïl, nous devons parler. Le nouveau propriétaire de ton appartement, Romain Lefebvre, est le directeur financier du groupe Sommet, notre plus gros client et le plus gros client de ton père. Mon estomac s'est noué. Ce n'était plus seulement une dispute familiale, c'était un désastre professionnel. Les Lefebvre n'étaient pas des inconnus au hasard, c'étaient les gens qui signaient les chèques de mon père, et il venait d'être envahi par sa propre famille. La guerre venait de devenir nucléaire. L'email de mon ancien patron n'était pas un simple avertissement, c'était une détonation. Romain Lefebvre n'était pas qu'un client, il gérait les finances d'un conglomérat qui représentait 40% du chiffre d'affaires du cabinet de conseil de mon père. Jean-Pierre avait passé 15 ans à cultiver cette relation, jouant au golf avec Romain et lui envoyant des bouteilles de vin prestigieuses à chaque Noël. Et sa fille venait de forcer la porte du nouveau foyer de Romain. Le rapport de police était déjà déposé. L'histoire de la sœur folle n'était pas qu'un potin de quartier, elle s'était répandue dans tout le réseau professionnel parisien. Dans ce milieu très fermé, la réputation est la seule monnaie qui compte, et ma famille venait de déclarer banqueroute. Mon téléphone a sonné. C'était Jean-Pierre. J'ai fixé l'écran. Le rapport de force avait basculé si violemment que j'en avais presque le vertige. Pendant 32 ans, j'avais été la suppliante, celle qui mendiait des miettes d'approbation. Maintenant, je détenais la seule chose qui pouvait le sauver. J'ai décroché. Éléonore, sa voix était méconnaissable. La morgue avait disparu, remplacée par une panique brute et tremblante. Éléonore, tu dois m'aider. Romain Lefebvre a appelé. Il retire tous ses comptes. Il dit qu'il ne peut pas faire confiance à un homme dont la famille ne respecte ni les limites ni la propriété privée. Je suis désolée de l'apprendre, papa, ai-je dit d'un ton glacial. Tu dois arranger ça. A-t-il plaidé. Tu dois lui écrire une lettre. Dis-lui que c'était un malentendu. Dis-lui que tu avais donné la permission à Amandine mais que tu as oublié de le prévenir. Dis-lui n'importe quoi, prends juste le blâme sur toi, Éléonore. S'il te plaît. Si je perds ce compte, le cabinet coule. On perd tout. Je suis restée silencieuse, écoutant sa respiration désespérée. Il me demandait de mentir. Il me demandait de détruire ma propre crédibilité professionnelle, de passer pour une tête en l'air désorganisée, afin de le sauver des conséquences de son sentiment de supériorité. Il me demandait de m'immoler par le feu pour qu'il ait chaud. Et pendant une seconde, l'ancienne architecture a vacillé. L'habitude de les sauver était si profonde, si ancrée. Ce n'est qu'une lettre, murmurait une petite voix, ça les sauverait. Puis j'ai regardé l'horizon de Lisbonne. J'ai repensé au vide de compétences. Si je réglais ça, ils n'apprendraient jamais. Ils ne grandiraient jamais. Ils attendraient simplement la prochaine crise pour que je la résolve. Papa, ai-je dit doucement, tu te souviens quand j'avais 12 ans? Quand je t'ai demandé de l'aide pour mon projet de classe et que tu m'as dit que l'échec était le meilleur des professeurs? Éléonore, je t'en prie, ce n'est pas le moment. C'est exactement le moment, ai-je coupé. Je ne mentirai pas pour toi. Je ne prendrai pas la responsabilité du crime d'Amandine ni de ta complicité. Voilà ce qui arrive quand on traite les gens comme des ressources au lieu de les traiter comme des humains. On finit par les perdre. Tu es égoïste. A-t-il crié, sa vieille colère refaisant surface. Oui, ai-je dit, et ce mot avait un goût de miel. Je suis égoïste. Je me préserve, et je suis enfin heureuse. J'ai raccroché. Puis j'ai bloqué son numéro. J'ai bloqué Hélène. J'ai bloqué Amandine. Je suis restée assise alors que le soleil disparaissait sous l'horizon, baignant la ville dans le crépuscule. Je venais de détruire l'entreprise de mon père. Je venais de couper les ponts avec toute ma famille, et je ne m'étais jamais sentie aussi vivante. 6 mois ont passé depuis cet appel. 6 mois de silence. J'ai bloqué leurs numéros, leurs emails, leurs réseaux sociaux. Je ne l'ai pas fait pour les punir, je l'ai fait pour protéger la paix que j'avais enfin cultivée.
Mais le monde est petit et les nouvelles voyagent, même par-delà l'Atlantique. J'ai appris via un ancien collègue sur LinkedIn que le cabinet de Jean-Pierre avait pris un coup fatal. Romain Lefebvre n'avait pas seulement retiré ses comptes, il avait expliqué pourquoi à tout son réseau. Dans les affaires, la confiance est la seule monnaie qui vaille, et mon père avait prouvé qu'il ne maîtrisait même pas ses propres affaires privées. La perte de revenus a forcé une restructuration massive. Ils ont dû réduire leur train de vie. Et ce dégonflement a eu l'effet exact que j'avais prédit, avec les coffres familiaux vidés, les subventions pour Amandine se sont taries. Il ne pouvait plus payer son loyer ni l'entretenir comme un animal de compagnie. La semaine dernière, j'ai vu une mise à jour d'un cousin éloigné. Amandine a un travail, un vrai. Elle travaille comme réceptionniste dans un cabinet dentaire à Boulogne-Billancourt. Ce n'est pas prestigieux, ce n'est pas le salaire à 6 chiffres auquel elle se croyait destinée, mais c'est le sien. Le vide de compétences a fonctionné. En me retirant, en refusant d'être la béquille, je les ai forcés à apprendre à marcher. Ce n'était pas cruel, c'était la chose la plus nécessaire que j'ai jamais faite. Ils luttent, certes. Ils sont probablement misérables et me rejettent la faute de tout leur malheur, mais ils fonctionnent. Ils survivent sans me cannibaliser. Je suis assise maintenant à une petite table en fer forgé dans le quartier de l'Alfama. L'air sent le sel et les sardines grillées. Le serveur dépose un pastel de nata et une bica, un expresso serré, devant moi. Je croque dans la pâtisserie, la crème est chaude et sucrée, les éclats de pâte feuilletée collent à mes lèvres. Je suis seule. Je n'ai aucun contact d'urgence enregistré dans mon téléphone. Je n'ai aucune fête de famille prévue à mon calendrier. Personne ne m'appelle pour réparer son imprimante ou payer son loyer. Pendant 32 ans, j'ai pensé que ce genre de solitude ressemblerait à une punition, que ce serait un échec. Au lieu de cela, je regarde le tramway jaune brinque-ballé dans la rue escarpée sous le ciel bleu, et je réalise ce que c'est vraiment. C'est la victoire. C'est la première bouffée d'air que l'on prend en sortant d'une pièce qui manquait lentement d'oxygène. Je n'ai pas seulement survécu à ma famille, je l'ai dépassée. J'ai construit une vie à ma mesure, pas un entrepôt pour leurs attentes. Je prends une gorgée de café, il est amer et parfait. Je suis égoïste, je suis solitaire, je suis libre. Si vous avez déjà dû brûler un pont pour vous empêcher de faire machine arrière, cliquez sur le bouton « J'aime », partagez cette histoire avec la personne responsable de votre entourage qui a besoin de l'entendre, et abonnez-vous pour d'autres récits sur la quête de liberté. Merci de m'avoir écouté.